S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario, ouais. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Nadal. Coucou les légendes, bienvenue pour ce 50e épisode déjà. Comme chaque mardi, on se retrouve pour vous faire entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA, à l'aide de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. On a l'honneur de recevoir aujourd'hui Ons Jabeur, qui écrit chaque jour un peu plus l'histoire tennistique du monde arabe. Au moment où l'on sort cet épisode, Ons égale son meilleur résultat en Grand Chelem, puisqu'elle est en quart de finale à Wimbledon édition 2021, et on lui souhaite évidemment d'aller au bout. La connexion était pas folle ce jour-là, désolé pour les quelques passages qui coupent, mais globalement tout reste compréhensible, rassurez-vous. Sachez qu'avec Ons, c'était la toute première interview historique enregistrée pour ce projet de podcast, et je peux vous dire qu'en commençant avec une jauge de ce calibre, j'étais presque aussi tendu qu'avec Nelson Montfort, c'est dire. On parle ensemble de son toucher de balle, puis de son immense influence dans le monde arabe grâce à son explosion, de son approche mentale aux côtés de sa préparatrice, de son mari et coach physique, des difficultés financières auxquelles elle a fait face au début de sa carrière, de ses ambitions et de ce qui l'anime en général dans sa vie de femme. Quelque chose me dit que ce moment détendu avec Ons va valoir son pesant d'or dans les années qui viennent. Laissons-la nous surprendre avec son jeu atypique, tout en variation. Place au 50e épisode avec l'idole d'un peuple, Ons Jabeur. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Ons, je vais faire une petite intro de toi, tu me dis si j'ai tout bon. Tu es né le 24 août 1994, tu es tunisienne. 28. Le 28 août, Ouais. ça commence fort. Tu as commencé le tennis à 3 ans. Tu remportes Roland Garros Junior en 2011 en battant Caroline Garcia en demi-finale et Monica Puig en finale. En 2010, tu avais fait finale contre Svitolina. Tu deviens pro en 2012. Tu es la première joueuse africaine à gagner un tournoi du Grand Chelem en simple depuis 55 ans, depuis Mustapha Belkodja, lui aussi tunisien, qui avait gagné en 1956 Roland Junior. Tu as 2 frères et une sœur. Tu es marié à ton coach physique depuis 2017, l'année 2015. De ton entrée. Ah, 2015. Eh ben voilà, deuxième correction. Il faut corriger celle-là, sinon c'est pas bien. Ah ouais, obligatoire. C'est d'ailleurs l'année de ton entrée dans le top 100. Alors j'ai vu 2017, l'année d'entrée dans le top 100. Alors je pense que c'est 2 ans après le mariage. En 2018, tu fais ta première finale WTA à Moscou. Le 28 novembre 2019, tu deviens la meilleure femme sportive arabe de l'année. En ce début d'année 2020, tu fais ton meilleur résultat en Grand Chelem pour aller jusqu'en quart de finale à l'Australian Open en perdant contre la future gagnante Sofia Kenin. Tu fais par la même occasion ton entrée dans le top 50 avec une meilleure performance d'une joueuse arabe jamais effectuée dans le tennis pro. T'es passionné du foot, plus précisément du Real Madrid. Avant, j'aimais plus Real. Là, Ouais. je préfère Juventus parce que je suis Cristiano Ronaldo tout le temps. Donc, il a changé, donc je change un peu. Est-ce que tu peux nous dire, à 3 ans, ce qui t'a amené au tennis, qu'est-ce qui t'a fait prendre ta première raquette? Ma mère, elle adore le tennis, donc puisque j'étais la plus petite dans la famille, donc je jouais avec elle au club. J'adorais la petite raquette, le petit ballon et tout, donc je jouais. Et ça commençait comme ça, tu vois, juste en plaisir. J'adore ce sport-là. Après, j'ai commencé à s'entraîner à l'âge de 5 ans avec les petits. Ouais, après les petits, j'ai commencé à faire les tournois nationaux, puis les tournois internationaux. J'ai commencé voilà, ça a commencé les tournois. J'ai gagné un tournoi je sais pas, c'était moins de 12 ans, moins de 13 ans. C'était à Dijon, c'était un tournoi en France. Et voilà, ça a commencé petit à petit, quoi. Et est-ce que tu te souviens ce que tu as ressenti vraiment au tout départ quand tu as commencé à apprendre le tennis, à faire tes premiers coups, tes premières sensations? J'avais de la chance parce que dans mon école, il y avait un terrain de tennis. Donc j'étais en contact presque 24/24 avec ce sport-là. Donc après, sûrement, j'adore jouer les tournois nationaux et tout. J'aimais bien la compétition, quoi, en général. Ouais. Donc, très vite, tu as progressé et tu as eu des objectifs finalement assez rapidement, quoi. J'ai dit, j'avais gagné le tournoi de Dijon quand j'étais petite. En plus, j'ai fait une demi-finale dans le tournoi de TCBB, que c'est un des
tournois les plus forts pour les moins de 12 ans, je pense. Et après, dans ma catégorie en Afrique, en arabe, je gagnais les titres, quoi. J'étais championne d'Afrique moins 14, moins 16, moins 18, même 2 fois moins 18, je pense, ou même moins 16 aussi. Et voilà, donc. Et puis après le tournoi de Roland Garros en 2011, j'ai commencé à prouver que je pourrais être parmi les meilleurs. Voilà, donc l'aventure a commencé petit à petit. Moi, je suis de Sousse, donc j'étais à l'âge de 13 ans, j'ai changé. Je suis allée à Tunis pour pouvoir s'entraîner et étudier en même temps parce qu'il y avait un lycée sportif à Tunis. Et donc c'était dur de se réveiller tous les jours tôt et tout, de s'entraîner 2 fois par jour. En plus, on avait les devoirs et tout. En plus, on voyageait tout le temps, donc on était obligé de faire les rattrapages. Et je pense que c'était une très très belle combinaison de faire ça, tu vois, parce que pour moi, les études c'était très important, le sport aussi, donc être capable de faire les deux. Je pense que j'avais de la chance aussi de trouver ce genre de lycée en Tunisie. J'ai lu dans l'équipe que tu avais une bonne relation avec Célim Asfar, qui est tunisienne également, et qui, lorsqu'elle faisait des tournois en étant jeune, il y avait peu de tournois uniquement pour les filles, donc elle avait participé à pas mal de championnats avec les hommes, et c'est ce qui lui avait permis de développer un jeu en toucher. Et toi aussi, tu as un jeu en toucher. Est-ce que du coup, tu as fait aussi des tournois avec les hommes en Tunisie, ou comment tu as développé ce jeu en toucher? Quand j'étais petite, j'ai fait. Il y avait les tournois lutins, c'était les deux filles et garçons, mais généralement après j'ai joué avec les filles. Mais je pense quand j'ai demandé à mon coach avant comment j'ai pu vraiment prendre ce toucher-là, pourquoi j'aime bien faire les amortis, monter au volet et tout, il m'a dit t'as commencé toute seule à faire ce genre de mouvement, tu vois, et nous on t'a rien dit, on t'a laissé faire. Si t'as bien fait de me laisser faire. Mais je m'entraînais beaucoup avec les hommes, tu vois. Pourquoi c'est moi qui les a appris à faire se toucher. Pourquoi T'as commencé avec le tennis du coup? Ouais, en fait non, et on n'avait pas trop le mini-tennis comme maintenant. On jouait avec n'importe quelle balle, n'importe quelle raquette. Il fallait juste jouer en fait. Mais je pense que j'ai joué tout le terrain depuis que j'étais petite. Parce qu'avant, il n'y avait pas en fait le terrain intermédiaire, les balles molles et tout, c'était tout le monde en même temps, quoi. J'ai lu aussi dans l'équipe que tu disais que tu n'étais pas très regardante, tu faisais pas très attention à la qualité des balles, aux raquettes. Est-ce que finalement tu peux jouer quasiment avec n'importe quel matériel et n'importe quelle balle? Ouais, je pense aussi, mais en fait, le truc c'est que tu me donnes n'importe quelle raquette, je pourrais m'adapter. Tu vois, à certains moments, tu n'avais pas trop les moyens, donc tu joues avec ce que tu as. Mais je sais que ces détails-là, ils sont importants quand on est en haut niveau. Les balles, raquettes, tension, cordage, donc des fois, les petits détails font la différence. J'essaie de m'améliorer dans ce genre de trucs-là, mais je pense que ça ira. Tu disais que tu aimais beaucoup les amortis. Est-ce que tu te souviens d'une amortie en particulier qui était vraiment incroyable que tu as réussi à faire? En fait, le titre de Roland que j'ai gagné, ça a fini par une amortie. La balle de moi, j'étais au retour, j'ai fait une amortie. Sinon, il y avait un match que je jouais contre Wozniacki que je faisais que des amortis, quoi. Pas le dernier match, celui de Indian Wells. Faut que je retrouve les images. À quel moment de ton évolution tu as vraiment voulu devenir professionnel? Je pense que le jour où j'ai décidé de partir à Tunis à l'âge de 13 ans, c'est vraiment... je commençais à prendre le sérieux. Parce que le fait d'y aller là-bas, c'est que j'étais prête à voyager, à faire beaucoup de tournois, à faire l'équilibre entre les études et le tennis. Donc, c'était vraiment un plan de devenir pro, quoi. J'ai vu que ton tout premier match sur le circuit WTA, tu l'avais fait contre Virginie Razzano à Doha le 14 février 2012. On a joué vraiment très tard, quoi. C'était à Doha.
jour de Saint-Valentin. Exact. Non, c'était un match de 3-7 contre 6-3, 3-6, 6-3. Est-ce que tu étais particulièrement tendu parce que c'était ton premier match? En fait, pas trop. C'était un match un peu. Je voulais vraiment gagner. Ça jouait sur des petits détails. Mais ça se voyait que c'était une fille qui manque beaucoup d'expérience. Voilà, Virginie, c'est pas quelqu'un de facile à jouer. Elle était vraiment une très très bonne joueuse. Donc c'était un match un peu dur, mais j'étais satisfaite de mon rendement ce jour-là. Et aujourd'hui, quelle est ta meilleure amie sur le circuit? Je m'entends très bien avec Fanny Stolar de Hongrie. Je sais pas si tu connais. Comment tu dis? J'ai pas compris. Fanny Stolar. Hein? Ouais, on s'entend très bien. On essaie de se voir. Son classement est pas mieux comme avant, mais on essaie de se voir pendant les grands chelems et tout. C'est quelqu'un où je m'entends très bien. Je pense que c'est dur d'avoir des meilleurs amis sur le circuit parce qu'on se voit pas, tu vois. Mais j'aime beaucoup de joueuses, je respecte beaucoup de joueuses, ça c'est sûr. Je m'entends bien avec les Françaises. Ouais, grâce à la langue. Ouais, aussi, ouais. J'essaie de les apprendre un peu quelques mots en arabe, tu vois. Ils m'appellent tout le temps Habibi, Habibi. C'est à un certain moment les matchs par équipe, donc ça a aidé un peu. Sinon, franchement, j'essaie d'être sociable avec toutes les joueuses. Peut-être si tu demandes à des joueuses, je dis tout le temps bonjour, j'essaie de tout le temps d'être souriante. C'est juste le tennis, tu vois. Après, c'est les relations qui restent. Le tennis va pas durer toute notre carrière. Je pense que dire bonjour ou saluer tout le temps les joueuses, ça a un impact très important. Et pour moi, j'essaie de faire ça tout le temps, quoi. Si vous voulez nous aider à développer le podcast, vous pouvez le faire très simplement en nous mettant 5 étoiles sur iTunes et un avis sympa, un commentaire sur YouTube ainsi qu'un like de suite. Ça nous permet d'améliorer le référencement et c'est un grand plaisir de vous lire. Sachez que vous avez accès à 2 formations gratuites en description de l'épisode. Une première pour savoir ce que la stat dit de votre jeu. C'est 1h14 de contenu offert avec le statisticien Fabrice Barrault. La seconde regroupe 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui a coaché la bagatelle de 12 top 100. Ça va enfin vous permettre de jouer plus relâché sur un cours de tennis. Allez, on y retourne. C'est chouette que tu aies faire aussitôt dans ta carrière parce que j'avais lu une interview de Thomas Berdych par exemple qui avait commencé à le faire très tard, tu vois, à 32, 33 ans. Et le vestiaire avait été un peu surpris de se dire tiens, d'un coup, bonjour à la carrière, il nous a calculé. Et c'est plutôt cool que tu arrives à avoir des relations saines comme ça, quoi. C'est dans ma personnalité. Pour moi, je respecte la joueuse quand je lui dis bonjour. Mais après tout, le tennis, c'est le match. Même pendant un match, il faut pas vraiment faire la guerre, quoi. C'est toujours dans le fair play. C'est très important pour moi, en tout cas. Tu parlais de matchs par équipe. Tu les fais avec quel club? J'ai fait avec le TCP une année. Et après, j'étais avec le stade, mais jouais quelques matchs par an. C'était pas beaucoup de matchs. Est-ce que tu te souviens de ta pire galère sur un tournoi ou sur un match en particulier? Une fois, on était perdu au Japon. C'est un peu ma galère. Perdu dans la ville ou perdu comment ça? Non, en fait, on devait prendre le train pour aller dans une ville qui s'appelle Fukuoka. Et en fait, on savait pas qu'il y avait 2 villes au même nom. Et en fait, on est complètement allé à l'autre ville, quoi. Et on s'est retrouvés à passer la nuit dans une station de train avec des prostituées qu'on connaît même pas, quoi. C'était. Ouais. Après, il y avait le mec. Je sais pas qui a écrit. On essaie d'expliquer parce que c'était dur. Hein. À un certain moment, personne parlait en anglais. Et du coup, ils avaient écrit un truc en japonais. Parce qu'on n'a pas acheté un autre billet, c'était le même billet. Et ils étaient gentils de nous laisser reprendre le train et tout. Et du coup, à chaque fois qu'on allait montrer le ticket, on montre la feuille là. Et à chaque fois, le mec, il commence à rigoler. Tu vois. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'ils avaient écrit sur le truc. Et t'as réussi à faire le tournoi du coup? J'ai gagné les 2 tournois juste après. C'était ouais. C'était en quelle année? C'était 2013 ou 12, je sais pas, dans ces zones-là. Ouais. Quelle est la blague la plus folle que t'aies vécue dans un vestiaire? Blague, en fait, c'était, je sais pas si on peut appeler ça une blague ou pas, mais c'est plutôt une rencontre, tu vois. C'était l'année où j'ai fait 3e tour à Roland-Garros.
Ouais. En fait, je viens je pense, de perdre mon match ou gagner mon match, je sais pas exactement, mais j'étais dans les vestiaires sous Philippe Chatrier et je voyais Serena. Et à l'époque, elle était enceinte. Donc, je dis hey, congratulations for the baby et tout. Elle a dit thanks. Et après, c'était la première fois que je lui parle, tu vois. C'est juste par politesse, je voulais dire, tu vois, félicitations. Ouais. Et elle m'a dit thanks, Hans. Je lui dis, putain, tu connais mon nom et tout. C'était genre, j'étais ouf. Ok. Et franchement, j'étais choquée à un certain moment, quoi. C'est rien elle te connaît sur le circuit et tout. Et bon, après, elle parlait avec les filles et tout. Et après, elle s'est retournée. Elle dit bye, Hans. Je dis waouh. J'avais perdu ce jour-là, je me rappelle. J'avais même oublié que j'avais perdu en fait. Incroyable. Cool. Mais là, de temps en temps, quand je la vois avec sa petite, je dis bonjour à la petite et c'est super gentil, quoi. Quel est le joueur ou la joueuse le plus drôle sur le circuit? Moi, j'aime bien être, tu vois, la comédienne partout. Tu Donc vois. c'est toi. C'est toi. Donc, c'est de faire des blagues tout le temps. Peut-être, c'est moi. Mais il y en a des filles qui sont vraiment marrantes, quoi. Il y a Brady qui est très marrante. T'as dit qui après Brady? J'ai pas compris. Switché de Taipei. Ça jouait bien, très bien l'année dernière aussi en simple. Quelle est la joueuse la plus crazy, la plus folle? La plus folle. Tout dépend, folle. Dans quel sens déjà? Folle à ton sens à toi, quoi, que tu trouves incroyable. J'aurais jamais fait ça ou quelque chose comme ça, quoi, tu vois. Moi, je suis folle aussi. Mais... Est-ce que tu te souviens de ton plus gros pétage de plomb sur un court? En fait, avant, j'étais vraiment folle sur le terrain. Je cassais beaucoup de raquettes et tout. Mais là, je dis plutôt des gros mots, mais j'essaie d'éviter ça. Et tu te souviens d'un match en particulier où tu as vraiment pété les plombs? Ça fait vraiment longtemps, quoi, que je frappe pas beaucoup les raquettes, quoi. Tant mieux. Aussi, une galère sur un terrain. Une fois, l'année dernière à Majorque, j'ai passé tout le match à vomir. J'étais pas bien, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Donc, en fait, je vais au bord du cours, je vomis, je fais le jeu en changement. Et la meuf, elle n'a rien compris parce qu'après, je joue bien. Donc, elle pense que j'étais en train de faire semblant. J'ai gagné à la fin quand je lui ai serré la main. Je dis désolée, je vais aller vomir, quoi. Et elle n'a rien compris. Elle me faisait comme ça. T'étais malade? Il y avait un truc en particulier? Ouais, j'étais pas en train de digérer tout ce que je buvais. Est-ce que tu disais que mentalement, tu avais arrêté un petit peu les pétages de plomb. Tu fais de la préparation mentale ou? La préparation mentale, déjà, je faisais depuis longtemps. Mais je dirais que je suis plus consciente. Je sais que mon énergie est très importante, donc j'essaie de ne pas gaspiller mon énergie sur des trucs qui ça vaut pas vraiment la peine. Et aussi de prendre des warnings ça pour rien, quoi. Et donc voilà, franchement, je pense que c'est une question de maturité, une question que j'ai gagné beaucoup d'expérience au fur de ces dernières années. Je suis contente que j'ai pu vraiment m'améliorer sur ce plan-là, mais j'ai encore le temps et je pourrais vraiment m'améliorer encore plus sur ce plan-là. Tu as un préparateur mental? Oui, une préparatrice. Ouais. D'accord. Ouais. C'est incroyable parce qu'en France, c'est une question un petit peu tabou. On n'est pas trop, tu vois, on n'est pas trop axé encore là-dessus. Et j'ai l'impression que dans les pays étrangers, beaucoup de joueurs étrangers se tournent vers des préparateurs mentaux. Et c'est clairement, je pense que c'est l'avenir, quoi. Ouais, toujours dans la ou le fait de s'améliorer mentalement. Le seul exemple pour moi, c'était en 2011, avant de jouer Roland Garros, j'avais fait une opération. Donc Roland, c'était en juin, en mai. Et moi, j'avais fait l'opération en 2000. Donc c'était chaud. J'ai commencé petit à petit, juste avec le coup droit. Avant Roland, j'avais joué 2 tournois. Je pourrais te dire que mentalement, je voulais vraiment gagner Roland parce que en 10 quand j'avais perdu en finale, c'est resté dans ma tête, c'est resté là. Et du coup, je disais que je revenais en 2011 pour gagner, quoi. Et j'avais dit ça quand
j'étais opérée du poignet. Donc je disais ça devant tout le monde a commencé à rigoler. J'étais même pas prête. Physiquement, tennistiquement, j'étais même pas prête. Je peux tout le dire là. Mais je demande à mon prépa qu'il me remonte un peu le moral, tu vois. Je suis prête. Il m'a dit non, je pense que t'es pas prête du tout, quoi. Et moi, tu vois, juste me dire que j'étais prête pour m'encourager et tout. Non, t'es pas prête. Je dis ok. Alors, je suis allée. Je savais que je pouvais gagner. Du coup, je savais que mentalement, c'était très important parce que même si physiquement ou tennistiquement, t'es pas prête, certainement, le mental peut tout contrôler. Ouais, incroyable. Je vais essayer de bouger parce que ça saute un petit peu la connexion. Pourtant, je suis chez moi, il n'y a pas de raison. On va voir. Ok. Comment est-ce que tu gères le fait d'être un vrai symbole de réussite dans ton pays et même sur tout le continent africain? Grâce à ton explosion, j'ai lu par exemple dans Le Monde qu'il y avait eu que le nombre de clubs de tennis avait doublé en Tunisie. Comment est-ce que tu gères tout ça? Ouais, en fait, déjà, je suis honorée que tout le monde essaie de me suivre ou essaie de prendre ma carrière, mon expérience comme un exemple pour réussir. Et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent tout faire pour y arriver. Et je suis honorée de donner l'exemple. C'est vrai que il faut vraiment donner un bon exemple parce que pour moi, là, maintenant, et aller faire un tournoi, c'est pas juste pour moi, c'est pour tout un peuple, inspirer ce genre de jeunes et donner de l'espoir parce que, ok, je viens de la Tunisie, on n'a pas beaucoup de moyens là-bas, mais j'ai prouvé qu'on pouvait le faire, j'ai prouvé que avec même ces moyens-là, on peut y arriver. Après, mon objectif, un autre jour, c'est de partager mon expérience pour faire gagner plus de temps à ces jeunes-là, d'y arriver plus vite peut-être et de ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai fait. Je sens que la Tunisie, on a beaucoup de talent là-bas. En Afrique aussi, dans le monde arabe, vraiment on peut y arriver. Toujours d'y croire et de travailler parce que le fait d'y croire, ça commence par ça, tu vois. D'y croire à notre rêve. Et après, si on travaille dur et tout, ça va le faire. Yes, incroyable. Tu as une fondation déjà ou pas encore, ou tu veux en créer une? Pas encore. Peut-être dans l'avenir. Là, j'essaie encore d'écrire un peu l'histoire, de faire connaître plus mon nom. Après, un autre jour, ouais, pourquoi pas ma propre académie. Franchement, c'est un rêve et j'espère le réaliser un jour. Génial. Ton mari, c'est ton préparateur physique. Quelle est la fois, la période où il t'en a fait le plus baver? Me torturer. C'est un peu ça, ouais. On travaille tout le temps, c'était un peu dur au début de commencer parce que c'est mon mari, donc faire séparer un peu le professionnel et personnel. Mais il est moitié russe, mon mari, il est tunisien moitié russe, donc il a un peu ce côté russe de la discipline, de me faire travailler dur, mais il me pousse à faire des choses, il me pousse à mes limites, mais en même temps, il sait que c'est le moment de se reposer, où la récupération est très importante. Mais on travaille tout le temps bien. Cette année-là, on a fait une très belle préparation. Même l'année d'avant, c'est vraiment, il y a les moments où vraiment on fait des blocs de ouf et ça bosse dur. Donc, tant qu'on s'entend bien, on bosse bien, donc c'est bien. Trop bien. Et j'ai lu dans l'article de l'équipe que tu apprenais le russe. Est-ce que tu y arrives et comment tu fais? Un peu. J'apprends... nom de la bouffe qui est important pour moi. C'est le plus important. D'ailleurs, tu as fait ta première finale à Moscou. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu as une partie de ton cœur qui est attachée à la Russie ou comment tu vois la chose? Peut-être. Moi, je me sentais bien là-bas. Il y avait sa famille aussi là-bas. Donc, c'était vraiment très important. Enfin, en plus, les Russes parlent aussi de moi maintenant, à chaque fois que je fais de bons résultats. C'est un pays que j'adore beaucoup et franchement, je suis contente de découvrir un autre pays, une autre culture. C'est vraiment des gens que j'adore, quoi. Tu dis également dans l'équipe que tu n'es pas la joueuse forcément la plus fit et que tu essayes mentalement de laisser passer le négatif et de te concentrer sur le positif. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que chaque joueur, chaque joueuse, il a ses forces. Pour moi, je pense que mon coup droit, mes changements de rythme, ce genre de jeu est ma force. Je suis pas physiquement, mais je peux l'être parce que je sais que j'ai des capacités physiques qui peut vraiment me pousser à faire des choses. Je sais que j'ai beaucoup de force et je pourrais exploiter ça.
J'essaie de dire qu'on n'est pas tous complets, quoi. On a toujours des trucs des angles pour travailler. Et là, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une chose très positive d'avoir plus de. Par exemple, je peux travailler sur le physique plus, je peux travailler sur ça plus. Donc, il y a toujours des trucs à améliorer pour mon jeu. Et voilà, donc c'est comme Nadal, on voit que c'est un taureau sur le terrain, il est très fort physiquement, quoi. Ouais, je pense que c'est pas le mec le plus souple sur le circuit non plus, quoi. Voilà. Ouais. J'ai vu que ça n'avait pas été toujours pareil dans l'équipe, que financièrement ça n'avait pas toujours été très facile, que ta mère t'avait soutenu, que tes frères avaient pu t'aider en te faisant des virements sur les tournois. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as gagné ton premier gros chèque? Bah déjà, t'as beaucoup de dépenses, mais après franchement, je sens que il y a encore beaucoup de travail à faire, que j'ai galéré avant et je savais que j'ai galéré avant pour une raison, que ma famille était pour là et que c'était un rêve de famille, c'était un rêve de tout un peuple. Et pour moi, ça commence là. L'argent, c'est vraiment pas très important pour moi. Je joue parce que j'adore le tennis. Ok, je gagne ma vie, c'est mon boulot en même temps et tout. Mais j'ai besoin de donner encore plus. C'est ça en fait. Ça veut dire quoi pour toi être riche? C'est fantastique, quoi. Je dirais pas que je suis très riche. J'ai commencé, je peux dire que j'ai commencé à zéro. Et là, je commence à vraiment former une belle équipe. Maintenant, je pourrais peut-être me permettre d'avoir un physio de temps en temps avec moi. C'est ça, en fait, l'objectif, d'arriver à avoir une très bonne équipe derrière pour y arriver au niveau que je veux, à mon rêve. Yes. Tu dis que tu es fan de Andy Roddick. Pourquoi exactement? Bah, déjà, je pense le caractère sur le court, on est un peu similaire. C'est quelqu'un c'est un petit comédien. Son service, il est ouf. Donc, j'espère un jour avoir son service. Et en plus, il est mignon. Donc, voilà. Excellent. Et ta joueuse retraitée préférée, c'est laquelle? Je sais pas, tout le monde fait leur comeback en ce moment, donc c'est dur de dire. Ouais, j'aime bien Kim Clijsters, mais là, elle revient, donc je l'aime bien. Ouais, j'aime bien son style. Voilà, je respecte toutes les joueuses. Ils ont tous une histoire incroyable derrière et vraiment, je respecte toutes les joueuses. Et les joueurs et joueuses actuels que tu admires particulièrement? Comme tout le monde, j'adore Federer et Nadal, les deux. Bon, j'adore les deux. Joueuse, j'aime bien Serena, j'aime bien Ash Barty, parce qu'on a joué aussi ensemble en junior. Ouais. Donc, j'aime bien ce qu'elle fait. Vitova, je l'adore aussi. C'est une joueuse que je respecte beaucoup. Elle donne beaucoup d'exemples sur un terrain, de pas lâcher. Elle est toujours là, donc c'est quelqu'un de sympa en dehors du court. Quel est le meilleur conseil qu'un coach t'ait donné dans ta carrière? C'était en fait c'est tout ce qui est speech comme dans le film de Karate Kid et tout, j'adore moi. Donc sur moi il y avait mon coach là, il m'a donné un conseil genre vas-y, lâche rien, c'est le moment ou jamais. En fait ça parle même pas technique, quoi. Pour moi ça parle du mental dans un match. C'est ça mon meilleur speech. Et généralement, c'est quoi? C'est en préparation du match, c'est dans le vestiaire, c'est pendant les entraînements? En fait, soit avant de partir pour jouer un match ou en cold coaching. C'est quand il vient sur le terrain. D'accord. Et il commence parce qu'en fait, tu as une minute et demie pour changer un truc. Ouais. Ça a beaucoup changé à ta carrière, le coaching sur le court? Pas beaucoup, mais ça aide des fois. Mais aussi des fois je suis le genre de joueuse que j'aime pas quand on me parle quand je suis un peu énervée, je vais pas écouter, mais il y a des coachs que certainement parce que en fait il suffit de me dire un truc qui est faux, ça m'énerve encore plus, donc vaut mieux rien écouter. Ouais, je comprends. J'ai 5 petites questions pour terminer. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour être une meilleure personne? En fait, je travaille beaucoup sur moi, surtout en général, j'essaie de plus me juger moi-même ou juger d'autres personnes. Et voilà, faire ce que je veux et ce que j'aime,
parce que là, ça me donne du plaisir à jouer au tennis, à jouer de la compétition et à trouver de la motivation. Tu fais de la méditation? Oui, j'essaie, je dirais pas beaucoup, mais je devrais faire plus. J'adore la méditation. Dans l'Australie Open, tous les jours, je faisais de la méditation et Ouais. ça m'a beaucoup aidé. Avec une application ou avec ton coach ou comment tu pratiques? Avec ma préparatrice mentale, elle m'envoie des vidéos, on se parle, donc tout dépend ce que j'avais besoin ce soir-là, je le fais, à mes besoins, bien sûr. C'est hyper intéressant. Est-ce qu'il y a un livre que tu as l'habitude d'offrir à des personnes que tu aimes vraiment? Il y a un livre qui m'a vraiment marqué, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho et L'étranger de Albert Camus. Et s'il y avait deux choses, enfin une chose dans chaque livre qui t'ont vraiment marqué, c'est quoi? C'est surtout l'alchimiste, quoi. C'est fait d'apprendre à vivre, ou c'est pas science-fiction, mais ça sort de l'ordinaire, tu vois. Et Ouais. plus qu'un truc un peu qui sort de l'ordinaire, je dois relire le livre pour se rappeler un peu de quoi ça parle encore. Mais je me rappelle que généralement, je lis pas beaucoup de livres, mais celui-là, je l'ai lu en une semaine, quoi. Que c'est vraiment très, très rare, quoi. Est-ce qu'il y a une citation que tu connais, que tu aimes bien? Là, en ce moment, enfin, je t'enverrai après. Avec plaisir. Mais j'aime tout ce qui est, en fait, il y a des trucs qui me parlent, tu vois, mais tout ce qui est, ils disent tout ce qui est, ça change de l'énergie négative à l'énergie positive, j'adore beaucoup. J'adore D'accord. tout ce qui est spirituel. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à Ons Jabeur, qui était un peu au fond du trou, un peu perdu, un peu qui avait peur quand tu étais peut-être adolescente, qui avait besoin de confiance? Qu'est-ce que tu lui dirais pour la rassurer sur la suite de sa carrière? Bon, en fait, là, je dis que je suis très fière d'elle, je suis très fière du boulot qu'elle a fait pour y arriver là, et que chaque moment difficile, chaque moment de bonheur, fallait vraiment, it was worth it, tu vois. Ouais. Ça valait la peine de passer par là, et je suis très fière d'arriver jusque là, et je dirais que j'ai trop hâte de faire ce boulot-là. C'est bon ça. Ouais, quel est ton tournoi préféré? Il y en a plein. Le tournoi de Doha, c'est un tournoi très très spécial pour moi parce que je me sens vraiment chez moi, et enfin, j'adore là-bas comment ils me traitent et tout, l'organisation. En fait, tout est incroyable là-bas. Mais sinon, j'adore aussi sur Roland-Garros, c'est un truc spécial là-bas. C'est très proche de la Tunisie, donc c'est un peu aussi comme chez moi. C'est quoi ton rêve aujourd'hui dans le tennis? De gagner un grand chelem et d'être numéro 1 mondial. Allez là. Comment est-ce que tu connais Tennis Légende? En fait, beaucoup de Tunisiens, ils sont sur la page. Et donc, ils partagent souvent les vidéos, les articles. Donc voilà, je vois de temps en temps. Franchement, ouais, je connais de Facebook. Où est-ce qu'on peut te suivre, Ons? Comment est-ce qu'on peut suivre ta carrière et ton actualité? Instagram, Facebook, Twitter aussi. Je suis pas hyper active, mais j'essaie de vraiment de partager des trucs, voilà. Très bien. Pour conclure, est-ce que tu as un message à transmettre aux personnes qui t'aiment vraiment beaucoup, qui te suivent toute l'année, qui ont envie de devenir championne de tennis comme toi? Déjà, je remercie tout le monde qui est en train de suivre ou de m'envoyer des fois des messages. Malheureusement, je peux pas tout lire, mais je suis vraiment reconnaissante. C'est juste le début de plein de beaux performances, j'espère. Juste un petit conseil à tous les joueurs de tennis dans le monde entier. Si vous avez un rêve, tenez bon et travaillez dur. Vous pouvez y arriver. Rien n'est impossible dans cette vie-là. Superbe. Sinon, la vie est belle à Miami Beach? Elle est très, très belle. Je partage avec les gens la vie. Ah, génial. Trop bien. C'est chez toi, là? T'es dans ta maison à toi? Non. Chez mon coach. Les gens te reconnaissent un peu à Miami Beach ou t'es tranquille? Non, pas vraiment. Enfin, un peu. Ouais. Il y en a un qui m'a vu parce que j'étais dans un terrain de tennis. Il m'a dit félicitations pour la saison et tout. Mais franchement, non, pas encore. Ça te fait quoi quand on te reconnaît dans la rue, quand on sait que t'es quelqu'un de connu?
En fait, ça me fait trop plaisir, quoi. C'est vraiment très chou. Sauf si je veux faire des bêtises, c'est pas bien de me reconnaître. Alors fais pas de Sinon, je fais bêtises. pas de bêtises. Ouais. Merci beaucoup, c'est un grand merci. Beaucoup. Merci. Merci. Très belle carrière, très belle saison. Merci. Et puis Merci peut-être à bientôt. beaucoup. Ouais. Salut, à bientôt. Merci Max. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Once. N'hésitez surtout pas à lui envoyer un message d'encouragement sur Insta. Je suis certain que ça lui fera plaisir. Si vous voulez nous aider à faire grandir le podcast, vous pouvez le faire très simplement en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sympa, peu importe où vous l'écoutez, mais quand même principalement sur Apple Podcast. C'est la plateforme où tout se passe en matière de référencement et en plus vous devenez instantanément une légende dans notre cœur. Faites le temps que c'est chaud, ça nous motive, ça nous aide, bref, c'est tout bénef. Un grand merci pour vos derniers commentaires, Dim, Lacan et Paf qui nous écrit « Excellent podcast pour les vrais fans de tennis ». Des invités passionnants, un intervieweur au top, merci. Ça donne forcément des épisodes super intéressants pour les vrais suiveurs de tennis, bravo à l'équipe. Une autre tactique qui marche fort, c'est le bouche à oreille. Envoyez votre ou vos épisodes préférés à vos potes, abonnez-les directement sur le téléphone, comme ça on est peinard pour la suite. Enfin, pense à récupérer tes ressources offertes dès maintenant pour mieux comprendre ton style de jeu et avoir des schémas plus clairs sur le cours, grâce aux 4 clés d'optimisation enregistrées avec notre expert de la stat Fabs Barreau. Premier lien en description. Et si tu veux arrêter de mouiller en match ou dès qu'il y a de l'enjeu, j'ai regroupé 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant, qui est passé au micro. Jean-Philippe a coaché 12 top 100, c'est le deuxième lien en description. Tu peux aussi nous souffler des idées grâce à un questionnaire en lien, lui aussi dans la description. Il nous permet de mieux comprendre ce qui te plaît pour continuer à te régaler. Un autre big merci aux tipeurs récurrents et à David qui nous soutient depuis cette semaine sur la plateforme Tipeee. Ça fait chaud au cœur parce que ce podcast c'est énormément de temps investi, environ 15 heures de travail par épisode. Et nous soutenir encourage à tout donner pour vous régaler chaque semaine. Vous pouvez le faire à hauteur de 2 €, soit un café par mois ou plus si le cœur vous en dit. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Enfin, si vous avez des projets à nous murmurer à l'oreille, des idées de partenariat ou autres, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A. Merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de le faire et surtout, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous les légendes. Merci pour vos bonnes ondes et à très vite. Ciao.